La science, les preuves, l'aube d'une révolution, c'est le livre publié aux éditions Guy Trénadiel que nous présentent ce matin Olivier Bonassi et Michel-Yves Bolloré, livre événement qui répond à une question fondamentale. Existe-t-il un Dieu créateur? Est-il possible de réconcilier la science et la religion? Peuvent-elles travailler ensemble? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous accueillons donc un de ces auteurs de ce livre de 590 pages, Olivier Bonassi, polytechnicien et entrepreneur. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également le fondateur d'Aletheia, devenu en quelques années le premier site catholique au monde, diffusé quand même en 7 langues. Vous êtes aussi le fondateur du Centre international Marie de Nazareth en Israël. Vous connaissez donc bien Israël, on va y revenir dans un instant. Alors ce livre, c'est un travail quand même de plus de 3 ans sur une question que se pose tout le monde. Existe-t-il un Dieu ou non? Comment vous est venue l'envie, l'idée d'écrire cet ouvrage? On voit que les Français sont de plus en plus partagés sur cette question. Ouais. Il y a un sondage qui est sorti la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours, qui dit que 51% des Français maintenant ne croient plus en Dieu. Alors ce livre, il a pour but de leur donner les éléments, de poser sur la table les éléments qui leur permettent de faire une opinion éclairée, en particulier à partir des connaissances scientifiques, des découvertes scientifiques des 100 dernières années qui ont complètement changé la donne. Ouais. Parce que si vous regardez l'histoire du monde, vous voyez que de tout temps, les hommes ont cru en Dieu, même les païens, Ouais. sur tous les continents, dans tous les siècles. C'est-à-dire que quand vous contemplez l'univers, vous voyez simplement le fait qu'il existe, sa beauté, sa grandeur, son harmonie. Tout le monde se dit il y a un créateur. En plus de ça, il y a des raisonnements de type philosophique, des raisonnements moraux, des raisonnements sur l'homme, sur sa conscience, sur la personne humaine. Il y a des raisonnements aussi qui sont faits à partir de la révélation judéo-chrétienne, qui donne beaucoup d'éléments avec des miracles, des apparitions, des saints, tout ça. Et puis, vous avez aussi des témoignages de personnes qui ont rencontré Dieu. Vous avez André Frossard qui dit « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Voilà, tout ça, ça fait un ensemble énorme de raisons de croire en Dieu. Sauf que, il y a à peu près 4 siècles, la science a semblé contester ça. Et la science de Copernic à Darwin et Freud, en passant par Galilée, Laplace, on se disait la science va réexpliquer le monde et on n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Donc ça a complètement changé parce que la science a un poids et un prestige énorme. Elle a changé la vie des gens. Aujourd'hui, n'importe quel ouvrier vit mieux que Louis XIV, à tout point de vue. Et donc, le prestige de la science a développé un courant matérialiste et positiviste qui a été dominant pendant longtemps. Simplement, c'est la grande nouvelle, c'est que la science s'est retournée. C'est-à-dire qu'avec la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la naissance de la cosmologie, la découverte du Big Bang, la découverte de la complexité en biologie et la découverte du réglage fin de l'univers, vous avez une série de découvertes qui renversent complètement la table. Oui, c'est vrai que par exemple, vous parliez du Big Bang, c'est le commencement donc de l'univers, si on peut dire, théorisé dans les années 20, confirmé dans les années 60. Découverte qui décrit le début de l'univers, ça a été une déflagration, je crois, dans le monde scientifique à l'époque, car pour la première fois, ça a fait voler aussi en éclats l'idée, la croyance selon laquelle l'univers n'avait ni début ni fin. Or là, c'était remis un petit peu en question. Il y avait que les croyants, il y a 100 ans, qui pensaient qu'il y avait un début à l'univers. Mais chez les savants, pratiquement tout le monde pensait que l'univers était stable, éternel, et qu'on pourrait jamais même se prononcer sur ces questions-là. Et en fait, tout a changé. 100 ans après, plus personne ne croit ça. C'est-à-dire que tout le monde est sûr aujourd'hui, c'est pas une découverte sur laquelle on reviendra. On est certain qu'il y a eu un début, un Big Bang, qui a une expansion et qui aura une fin. Donc ça oppose l'idée du début de l'univers, de la fin de l'univers, et donc potentiellement peut-être d'un Dieu créateur. Il faut aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que Einstein nous a fait comprendre que le temps, l'espace et la matière sont liés. Et la science, la cosmologie, la thermodynamique nous disent aujourd'hui que le temps, l'espace et la matière ont eu un début. Ça veut dire que s'il y a eu un début absolu au temps, à l'espace et à la matière, ça veut dire qu'avant, il y a une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui est transcendante à notre univers et qui est à l'origine de tout ça. Et deuxième élément fantastique qu'on découvre dans les dernières années, depuis 1960, mettons, et qui se renforce chaque année, c'est qu'il y a un réglage absolument fou des données initiales de l'univers et des lois de la physique et de la biologie. La biologie, vous en parlez, c'est très intéressant. La biologie, pour moi, c'est un des chapitres les plus intéressants, parce qu'on parle toujours des lois de la physique, des 15 ou 20 constantes, ou 30, parce qu'il y en a 30 en fait, qui sont réglées absolument finement
pour qu'on puisse avoir des atomes, qu'on puisse avoir des étoiles qui brûlent un certain temps. C'est très complexe. Non, c'est pas complexe. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que oui, c'est complexe dans les calculs, Ouais. mais dans le résultat, tout le monde est d'accord. Il y a une unanimité, il y a un consensus scientifique sur ça. Il n'y a pas de personne qui dit c'est pas vrai. Mm. Donc, vous avez une révolution, il y a 100 ans, personne ne savait ça. Aujourd'hui, tout le monde sait ça. Et cette révolution conceptuelle, elle a un impact métaphysique. C'est-à-dire que si vous admettez qu'il y a un début à l'univers et qu'il est finement réglé, enfin, l'hypothèse la plus évidente, c'est de dire qu'il y a un esprit créateur supérieurement intelligent qui a créé tout ça. Bien sûr. Mais on ne connaît pas, évidemment, la cause, en tout cas, de tout cela. Bah si, on la connaît. Au début, la cause. Alors, non, très important. Ouais. C'est exactement pareil que quand vous voyez des traces de pas sur le sable. Oui. Vous êtes sûr qu'il y a quelque chose qui a causé ça, mais vous ne pouvez pas dire si c'est un homme, un dinosaure ou quoi que ce soit. Donc, par contre, à l'intérieur même de la science physique, quand vous voyez des traces de pas sur le sable, vous pouvez dire c'est pas naturel. Ça vient pas du sable, de la mer et du vent. Enfin, vous pouvez faire l'hypothèse qu'il y a une multitude d'univers vous êtes dans celui où il y a eu des vents tourbillonnants qui ont fait par hasard des traces de pas sur le sable. Vous pouvez avoir cette hypothèse, mais c'est pas très sérieux. Et la meilleure chose à laquelle on arrive normalement, c'est de dire il y a une cause et on ne sait pas ce qu'elle est par elle-même. Ça relève de la révélation ou d'une révélation de Dieu. Mais on peut dire qu'il existe et qu'il est transcendant. Alors, vous parlez des découvertes scientifiques. Dans ce livre, vous interrogez aussi la crédibilité de la Bible, l'existence de Jésus notamment. Et évidemment, c'est ce qui nous a bien sûr intéressés ici sur Radio J. C'est le portrait que vous faites du peuple juif, un destin au-delà de l'improbable. C'est le titre du chapitre. Vous écrivez « Le peuple juif semble être le seul survivant de l'Antiquité, un véritable objet de musée, un spécimen préhistorique, un dinosaure venant de l'histoire antique. » Pour vous, la pérennité du peuple juif a quelque chose de miraculeux, entre guillemets. Alors, quand on est scientifique ou quand on analyse, parce que ce livre a un seul objet, c'est de parler de est-ce qu'il y a un Dieu créateur ou pas. On ne veut pas savoir qui il est pour l'instant. Oui, c'est un tome, qui est Dieu, ni parler de religion. C'est le tome 2, ça, si vous voulez. Mais le tome 1, c'est est-ce qu'il y a un Dieu créateur ou pas. Et il y a un seul angle, c'est la rationalité. Et effectivement, on balaye un certain nombre de sujets dont les 2/3 sont scientifiques, et il y en a quelques autres qu'on appelle les anomalies de l'histoire, qui posent question. Et effectivement, le peuple juif, puisqu'on est à Radio J, le peuple juif, on peut en parler spécialement. Alors, qu'est-ce qui caractérise le peuple juif ? C'est simple, si vous regardez l'ensemble des peuples du monde antique, les Gauls, les Visigoths, les Ostrogoths, les Perses, les Égyptiens, les Romains, les Gaulois, ils ont tous changé parce qu'ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas la même terre. Voilà. Le peuple juif est le seul au monde qui a gardé, alors que ce n'était pas le plus armé pour faire ça, oui. et en plus il a subi un certain nombre de persécutions. Donc, selon les lois de la sociologie, les lois de l'histoire, il aurait dû disparaître. Voilà. La question, c'est pourquoi il est là. Ouais. Et alors, la réponse des matérialistes, elle est compliquée, si vous voulez. Voilà. Et vous parlez d'ailleurs des prix Nobel, le seul peuple à tenir dans l'histoire des idées et des sciences un rôle parfaitement disproportionné par rapport à son importance numérique réelle. Vous parlez du nombre de prix Nobel par rapport, alors que le peuple juif ne représente qu'une infime partie de la population mondiale. Oui, c'est ça. Il y a une liste de choses. Il y a une liste de choses sur le peuple juif. Effectivement, vous allez, vos lecteurs peuvent acheter le livre, ils trouveront des trucs intéressants. Effectivement, le peuple juif, il y a l'aspect, il y a plusieurs aspects. Donc, il y a cet aspect sociologique. Et puis, il y a toute une série de choses aussi qui... Oui, par exemple, les différentes guerres aussi qu'a mené l'État juif. Alors par oui, exemple. là, on s'est un petit peu avancé. On parle des dernières guerres comme étant des guerres qui ressemblent un peu aux prodiges bibliques ou avec une armée inférieure en nombre et tout. Finalement, c'est quelque chose d'assez miraculeux. Ça gagne à la fin. Voilà. Alors, c'est important de dire que c'est un ouvrage de vulgarisation scientifique. Vous l'avez dit, il n'est pas question de savoir qui est Dieu, ni parler de la religion, donc ce sera peut-être dans le tome 2 de ce livre, mais d'étayer des faits, d'apporter des réponses pour discuter, questionner à la fois les croyants et les non-croyants. Et c'est important de dire, la préface a été signée par le prix Nobel de physique 78, Robert W. Wilson. Oui, alors vous dites c'est un ouvrage de vulgarisation, effectivement. Et on a deux exigences. La première, c'était d'être parfaitement juste sur le plan scientifique. Donc, on l'a fait relire et relire par des tas de gens, des tas de scientifiques, de spécialistes. Vous avez été relu par des académiciens, voilà. En fait, on a fait 5 éditions avant celle-là, si vous voulez. Enfin, plutôt ça, c'est la 5e. D'accord. Donc, on a vraiment travaillé pour être juste. Et en même temps, on voulait que ce soit accessible. C'est-à-dire qu'on veut que ça puisse être lu de 7 à 77 ans. On veut que les gens... n'ait pas besoin d'avoir un bagage scientifique pour comprendre ce qu'il y a dedans. C'est écrit de manière avec des lettres grosses. Il y a des couleurs, il y a des schémas, il y a des analogies. Les chapitres peuvent être lus de manière indépendante. Voilà, c'est très accessible. Donc il y a ces deux choses, la justesse scientifique et l'accessibilité. Et effectivement,
À un moment, on a soumis, parmi les gens qui relisaient notre livre, on a demandé au prix Nobel Robert Wilson de lire ce livre qu'on a fait traduire en anglais. Et il nous a dit, mais c'est parfaitement correct sur le plan scientifique. C'est très rare qu'il écrive des préfaces, hein, et c'est pas n'importe quel prix Nobel. C'est celui qui a découvert le rayonnement de fond cosmologique, qui est la preuve du Big Bang. Donc c'est un prix Nobel fantastique pour nous. Et il nous a fait une préface magnifique parce que lui, il est passé de athée à agnostique. Il ne sait pas très bien, mais en fait, il penche quand même un peu, mais il veut rester très scientifique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est simple, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de questions. L'univers était éternel, on ne savait pas le début, on ne se posait pas de questions. Ma découverte fait qu'on s'est posé la question, et cette question met automatiquement sur la table la question de la création. Et il dit, et il reconnaît, c'est un petit mot qui plaira à vos auditeurs. À la fin, il dit, je vais vous lire ça. Oui. Voilà. En accord avec les connaissances scientifiques actuelles, ce livre explore l'idée d'un esprit ou d'un Dieu créateur, idée que l'on retrouve dans de nombreuses religions. Il est certain que si vous êtes religieux au sens fixé par la tradition judéo-chrétienne, je ne vois pas de meilleure théorie scientifique que celle du Big Bang et de l'origine de l'univers susceptible de correspondre à ce point aux descriptions de la Genèse. Voilà. Et donc Robert W. Wilson valide cet ouvrage. Il valide et il reconnaît que la position des croyants est parfaitement cohérente, mais il dit, bon, pour lui, il y a quand même encore un peu un mystère. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a un mystère, bien sûr. C'est pas avec la science qu'on va dire qui est Dieu. Par contre, avec la science, on peut dire qu'il y a un Dieu. Alors, dernière question, Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Je crois que vous êtes également sur un projet documentaire sur le même thème. Hein. Vous me dites si je me trompe. Il y a plein de projets pour 2022. Ouais. En gros, parce que 2022 va être une année extraordinaire. 2022, c'est le 100e anniversaire de la plus grande découverte de tous les temps, selon les plus grands savants. La plus grande découverte de tous les temps, c'est d'avoir découvert que l'univers est en expansion et qu'il a un début et au départ, c'était un point 10 milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène. Alors, cette découverte a été faite par un Russe qui s'appelle Alexander Friedman. En juin 1922, il a publié dans la plus grande revue scientifique de physique allemande un article où il dit voilà, l'univers est un point au départ, certainement, il est en expansion. Einstein dit c'est n'importe quoi, finalement il discute et à la fin Einstein dit bon, c'est la plus grande erreur de ma vie, il a raison. Et donc cette découverte scientifique fantastique, on va fêter son 100e anniversaire. Et on prépare beaucoup de choses pour ça. Très bien. Merci beaucoup Olivier Bonnassy, co-auteur du livre Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, publié aux éditions Guy Trénadiel. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Radio J. Et je vous dis à très bientôt peut-être pour le tome 2. Le tome 2. Merci.